Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un poème issu des derniers poèmes de Charles Lecomte de Lisle, un recueil publié en 1895, donc un recueil posthume qui va recueillir l'ensemble des derniers poèmes écrits pendant la vie de l'auteur. Parmi eux, nous avons un poème en particulier, celui qui est soumis à notre étude, intitulé à Victor Hugo. C'est un poème qui a été écrit à l'occasion de sa mort et qui fonctionne ainsi comme une oraison funèbre. L'oraison funèbre aura vocation du coup à rappeler la vie du défunt et à postuler une existence future. Je passe ainsi à la lecture du poème. Dors, maître, dans la paix de ta gloire. Repose, cerveau prodigieux, d'où pendant 60 ans jaillit l'éruption des concerts éclatants. Va, la mort vénérable est ton apothéose. Ton esprit immortel chante à travers les temps. Pour planer à jamais dans la vie infinie, il brise comme un dieu les tombeaux clos et sourds. Il emplit l'avenir des voix de ton génie, et la terre entendra ce torrent d'harmonie rouler de siècle en siècle, en grandissant toujours. Dans ce texte, nous avons donc à la fois le constat de la mort de Victor Hugo, mais en même temps l'espérance d'une vie future qui va se traduire notamment par les vers centraux qui vont fonctionner comme une divinisation de Victor Hugo, celui-ci étant un petit peu le maître de Charles Lecomte de Lisle. Charles Lecomte de Lisle qui est de 15 ans son cadet et qui le considère véritablement comme son mentor, celui qui l'a introduit dans l'univers de la création artistique. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante, en quoi la mort est-elle ici une nouvelle vie ? Pour traiter ce sujet, je découperai mon texte en 3 parties. Une première du vers 1 à 3, dans lequel nous avons constat d'un arrêt de la vie de Victor Hugo. Ensuite, une deuxième partie du vers 4 à 5, dans lequel nous avons le constat d'un nouveau départ. Et enfin, du vers 6 à 10, dans lequel nous assistons à une véritable résurrection du poète. Je passe ainsi à mon commentaire. Le poème s'ouvre sur 2 impératifs, dors et repose, qui vont fonctionner comme des euphémismes. Victor Hugo est mort, mais cette mort s'apparente plutôt à un sommeil. Deuxième élément intéressant, c'est l'apostrophe, maître. Ici, il va y avoir une revendication du mentorat que Lecomte de Lisle perçoit dans sa relation à Victor Hugo, mais il est intéressant aussi de voir la majuscule qui va fonctionner quasiment comme une antonomase. On passe d'un nom commun à un nom propre. Cette antonomase, elle va se confirmer par l'idée de gloire, la gloire étant l'aura qui émane des divinités. À travers cette apostrophe et ce nom commun, gloire, va commencer à se dessiner une possible divinisation. On peut remarquer un contre-rejet, puisque la phrase entre le vers 1 et le vers 3 va fonctionner comme un enjambement, et reposer, qui est un syntagme court, est mis à la fin du vers 1. Ce contre-rejet va servir à plusieurs choses. Première chose, en tant qu'enjambement, il montre que l'on va dépasser le stade. Il s'agit d'un arrêt, certes, mais c'est un arrêt provisoire qui va se poursuivre par la suite. Mais plus profondément, en tant que contre-rejet, il peut être interprété au sens propre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de le rejeter, mais bien de l'accepter. Ici, c'est une acceptation de la mort qui va être montrée. L'apostrophe cerveau prodigieux pourrait fonctionner comme une périphrase qui désignerait Victor Hugo, le maître, mais elle est aussi une métonymie, puisque le maître est désigné à partir d'une des parties de son corps. Cette indécision entre périphrase et métonymie va montrer une possible métamorphose au niveau de la stylistique, possible métamorphose qui sera aussi celle de Victor Hugo, comme annoncé précédemment. Par ailleurs, l'action créatrice va être caractérisée par la périphrase, l'éruption des concerts éclatants, qui va être intéressante à plusieurs niveaux. Premièrement, puisqu'elle va confirmer le lexique radicalement positif avec éclatant, prodigieux et gloire, qui caractérise Victor Hugo, mais aussi l'idée que Victor Hugo était un véritable volcan, donc quelqu'un qui va produire beaucoup et qui va être supérieur, en quelque sorte, aux lois de la nature. L'idée de concert qui va déplacer la création littéraire sur le plan musical est là aussi pour nous montrer une résonance possible de son œuvre. Je terminerai par signaler le passé simple, jaillit, passé simple qui montre une action arrêtée dans le temps. Elle est arrêtée effectivement puisque Victor Hugo est mort. Cependant, c'est le contexte qui nous permet de l'interpréter comme passé simple, puisqu'on parle de pendant 60 ans, qui est donc un contexte passé. Mais si l'on s'intéresse uniquement à la forme verbale, eh bien c'est aussi une forme de
présent de l'indicatif. Il jaillit, c'est aussi bien du passé simple que du présent. Et en cela, cette double interprétation de la forme nous permet de montrer que le passé est en fait une continuation dans le présent. Je passe ainsi à ma deuxième partie, nous continuons avec les impératifs. Va, on passe de verbes qui montrent une action passive, dormir, reposer, à des verbes d'action active, aller. Il va y avoir ici un nouveau départ, et ce nouveau départ s'apparente à une apothéose, qui est donc la transformation d'un humain en divinité, comme le montre le radical théo. Ici, le contexte de divinisation va être confirmé par l'adjectif vénérable. Est vénérable ce que l'on peut vénérer. On est toujours dans le contexte religieux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la mort est vénérable, ce qui pourrait fonctionner comme une oxymore, puisque normalement on ne vénérerait pas la mort, puisque c'est quelque chose qu'on devrait fuir. Mais simplement, ce qui est vénérable ici, c'est plutôt Victor Hugo lui-même, par sa transformation en divinité. Et alors, vénérable fonctionnerait plutôt comme une hypallage. On a toujours cette métamorphose stylistique. On passe ici d'une oxymore à un hypallage. On passe du cerveau à l'esprit. On est toujours dans le cadre d'une métonymie entre ce qui produit et ce qui est produit. Et cet esprit est immortel, l'immortalité étant fonctionnant là encore comme une hypallage, puisque à travers l'immortalité de l'esprit, c'est l'immortalité de Victor Hugo lui-même qui est célébrée, ce qui va être confirmé par le complément circonstanciel de temps à travers les temps. On peut remarquer aussi la métaphore filée des concerts éclatants et de l'esprit immortel qui chante. On va filer la métaphore musicale qui confirme la résonance, c'est-à-dire la réception future de son œuvre. Je terminerai cette deuxième partie en montrant l'intérêt des rimes, puisque nous avons des rimes embrassées dans cette première et deuxième partie, repose, en, éclatant, apothéose, des rimes féminines qui embrassent des rimes masculines. On pourrait y voir une représentation métaphorique de Victor Hugo qui repose dans les bras de la mort, mais à ce système de rimes embrassées va s'ajouter une dernière rime, une rime masculine avec temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir un dépassement du système, de la même manière que Victor Hugo va dépasser la mort. Je passe ainsi à ma troisième et dernière partie. Il s'agit toujours de montrer à travers des indications temporelles l'immortalité acquise. On passe de « à travers les temps » à jamais, et on passe de « immortel » à « infini ». Ici, il s'agit d'entrer dans une vie après la mort, une vie qui serait infinie, mais une vie d'essence divine, comme le montre toujours le recours à la majuscule. Et comme le montre aussi évidemment la comparaison qui suit, comme un dieu, la comparaison étant appuyée par le verre dans lequel elle est, il brise les tombeaux. Ici, l'idée est de représenter effectivement une résurrection comme le Christ lui-même était ressuscité. On peut remarquer aussi quelque chose d'intéressant dans l'usage des temps. On passe du passé simple, jaillit, au vers 3, à un présent, il brise. Donc on a bel et bien le passage d'un passé à un présent qui va se transformer juste après en futur. Il emplit l'avenir des voix de ton génie. Donc le futur est évoqué, mais le temps est toujours présent. Et le temps va devenir du futur. Au vers 9, la terre entendra. Donc on a une véritable progression temporelle. Ce qui était passé est en réalité du présent et concerne l'avenir. On retrouve toujours la métaphore filée du concert à chanter à voix, qui va véritablement montrer l'importance du style, l'importance aussi de la résonance et finalement cette inspiration qui va être métaphorisée par le passage du pluriel des voix au singulier de ton génie. Les voix ici ne sont plus celles de Victor Hugo, mais celles de ses continuateurs qui s'inspirent de ce qu'il a posé, de ce qu'il a semé. Nous continuons avec la métaphore filée de la musique, avec le complément du nom harmonie. Et là encore, ce complément du nom va opérer à deux niveaux stylistiquement. D'abord, il forme une oxymore avec le torrent et l'harmonie, le torrent étant plutôt quelque chose de désordonné, l'harmonie quelque chose de plutôt ordonné. Mais ce groupe nominal, torrent d'harmonie, fonctionne lui-même comme une métaphore de la réception et une métaphore de l'inspiration qu'il va initier. De la même manière, on retrouve un fonctionnement similaire avec terre, la terre entendra. On pourrait tout d'abord postuler que c'est une personnification, puisque la Terre en tant que planète ne peut pas entendre, mais on peut aussi postuler que c'est une métonymie, puisque ce n'est pas la Terre en tant que planète, mais la Terre en tant que planète habitant des humains,
ce qui veut dire que en fait, on désigne le contenant pour le contenu. Le poème se clôt avec un dernier vers, dans lequel on va retrouver, comme auparavant, des notations de temps, de siècle en siècle, qui est là encore une formule religieuse, et toujours avec un participe présent en grandissant, qui va montrer, à travers le complément circonstanciel de manière, un effet de présence infinie. Enfin, on terminera avec, là encore, une remarque sur les rimes, puisque finalement, ici, nous avons des rimes embrassées, masculines qui embrassent des rimes féminines. Les rimes masculines seraient toujours la représentation de Victor Hugo, et ici, les rimes féminines pourraient être la représentation de l'inspiration ou de la réception. Il embrasse finalement sa réception qui va lui succéder. Mais de la même manière, le texte est construit comme un miroir, puisque ces rimes embrassées sont précédées cette fois-ci d'une rime féminine, et finalement, cette construction en miroir va pouvoir métaphoriser, représenter matériellement le fait que la mort n'est qu'un miroir qu'il faut traverser pour passer de l'autre côté. En quoi la mort est-elle une nouvelle vie ? Tout d'abord, nous avons vu que le texte était innervé par un travail du temps, notamment au niveau des temps des verbes, puisqu'on passe du passé au présent puis au futur, mais un travail du temps qui va se montrer aussi à travers la versification, notamment à travers le système d'enjambement. Ce travail du temps va installer le défunt dans une éternité au sens propre. En d'autres termes, Victor Hugo connaîtra une nouvelle vie après sa mort. Deuxièmement, nous avons montré qu'à travers cette oraison funèbre, il s'agissait de faire l'éloge d'un génie dont l'œuvre ne mourra jamais, à travers tout le travail que nous avons vu autour de la réception ou de l'inspiration. En d'autres termes, là encore, Victor Hugo connaîtra une nouvelle vie, cette fois-ci à travers son œuvre. Enfin, nous avons vu, à travers le travail stylistique de la métamorphose formelle et à travers le travail de déification, en termes de fond, qui va ériger Victor Hugo en divinité, que Victor Hugo connaîtra une nouvelle vie à travers une résurrection d'essence divine. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la construction de la négation des vers 4 à 6. La construction de la négation peut s'opérer de deux manières différentes. Une première manière qui serait une négation syntaxique, c'est-à-dire par l'ajout d'un élément, d'un mot à l'intérieur de la phrase, ou une négation qui se construirait de manière lexicale par préfixation, donc ajout d'un préfixe avant un nom de n'importe quelle nature. Ici, nous avons deux exemples de négation lexicale, immortel vers 5 et infini vers 6. Dans le premier cas, le préfixe négatif est i, qui va voir la consonne doublée de manière à maintenir la prononciation correcte, immortel. Et dans le deuxième cas, le préfixe négatif est un, qui viendra nier le radical fini. Dans les deux cas, il s'agit d'une préfixation qui va nier un adjectif. Pour ce qui est de la négation syntaxique, on pourrait tomber dans un piège et considérer le mot « jamais » vers 6. En effet, « jamais » peut fonctionner comme un forclusif, de manière à nier un verbe conjugué dans une structure bitensive. Ne, jamais. Simplement, ici, il n'y a pas de discordantiel « ne ». Une négation bitensive sans discordantiel existe, mais si on regarde le sens de la proposition, pour planer à jamais, on voit bien que le sens est affirmatif. Pour planer à jamais n'est pas l'équivalent à pour ne planer jamais ou pour ne jamais planer. Ainsi, il faudrait se souvenir que jamais a originellement un sens positif et qu'il gagne son sens négatif précisément par la présence d'un discordantiel. Ici, il ne s'agit donc pas d'une négation syntaxique.